Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de webinaire du développement durable du MEDEF 44. Pour la bonne organisation de la prise de parole des intervenants, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros pour ceux qui ne l'auraient pas fait et afin de ne pas avoir de bruit parasite pendant toute l'intervention. Je vous informe également que le webinaire fait l'objet d'un enregistrement afin d'en permettre le suivi par d'autres adhérents MEDEF en replay. Je suis Nicolas Jolivet, associé en audit au sein du cabinet PwC. Et en tant que représentant du MEDEF 44 et co-président de la commission Faciliter la transformation, j'ai le plaisir d'introduire et d'animer cet atelier. Donc, au sein du MEDEF 44, je rappelle que la commission Faciliter la transformation, elle a notamment pour but de sensibiliser et d'alimenter les réflexions des adhérents dans la transformation de leurs organisations sur les grands enjeux que sont le numérique, le développement durable et le développement international. Suivant cet objectif, nous avons lancé un cycle d'ateliers mensuels dédié au développement durable depuis le début de l'année et qui s'étalera jusqu'à la fin de l'année. Le but étant de couvrir un ensemble de thématiques qui permettent aux entreprises finalement d'adresser soit globalement tous les sujets, soit spécifiquement certains sujets. Les webinaires sont d'ailleurs disponibles en replay pour les précédents. Ce nouvel atelier aborde la thématique de la comptabilité multicapitaux ou comptabilité triple capital, comptabilité verte, qui constitue un chantier d'avenir dans la mesure de la performance des entreprises. Alors, il y a quelques années, si j'avais eu à animer un atelier qui mêle à la fois comptabilité et RSE, je crois qu'on n'aurait pas eu plus de 2 inscrits à l'atelier. Donc, les choses avancent. Je suis content de voir qu'on est un peu plus aujourd'hui et je suis persuadé que demain, ce sera encore plus le cas. Donc, comment associer deux notions qui semblent par essence assez éloignées l'une de l'autre? La comptabilité, je rappelle, c'est un des fondements de notre économie de marché. Elle est régie par des normes strictes. Elle sert à mesurer la performance financière et qui est parfois tant décriée, mais qui néanmoins constitue encore le driver de beaucoup de dirigeants, d'actionnaires, d'investisseurs financiers. On communique facilement sur la comptabilité. On a une croissance de chiffre d'affaires, de l'EBITDA, des volumes d'endettement. Si tout ça est bien maîtrisé, eh bien finalement, ça parle à tout le monde. À l'opposé, les politiques RSE qui sont développées par les entreprises, elles sont protéiformes. Elles démontrent une mise en action, une volonté de faire et de mieux faire. Mais la mesure de leurs impacts se traduit par de multiples indicateurs dans des reportings extra-financiers qui, par leur nom même, s'opposent à la notion de reporting financier. Et ces informations, même sous l'effet des réglementations successives qui incitent à avoir de meilleurs reporting ou des reportings plus structurés, laissent parfois beaucoup de place à l'interprétation et en rendent difficile la comparabilité. Et si finalement, en tant que dirigeant, je chiffrais en monnaie mes gains et mes pertes issus de mon impact RSE, combien je gagne à limiter mes émissions de carbone, combien je perds en ne favorisant pas une qualité de vie au travail pour mes collaborateurs. Un des objectifs de la comptabilité multicapitaux, c'est bien d'arriver à réconcilier ces deux enjeux de performance. Alors, pour nous orienter sur ces enjeux et nous illustrer le pourquoi s'y lancer et les modalités pour s'y lancer, nous accueillons donc ce matin des experts et entreprises témoins. Donc Delphine Gibassier, qui est directrice de centre de recherche à Audencia. Anne Parenti, qui est directrice audit chez PwC à Nantes. Nathalie Massé, responsable de l'innovation au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Hélène Kirambloch, directrice de transformation et économie responsable au sein de la société Tipco. Et Jérôme Duret, dirigeant du groupe Duret. Voilà, comme nous sommes dans un format d'atelier, n'hésitez pas à adresser vos questions au travers du chat et on aura un temps de questions-réponses à la fin, bien évidemment. Donc maintenant, je passe la parole à nos experts et témoins. Et je pense on va commencer par Anne. Tout à fait, merci Nicolas. Alors, je vais partager la présentation. Donc, en fait, pour introduire le sujet de la comptabilité multicapitaux, je pense qu'il est
important de se rappeler qu'en fait, cette ambition de développement des reporting et de la comptabilité durable, elle est d'abord portée par la réglementation européenne. En fait, la réglementation européenne, elle est en pleine révolution. Vous l'avez vu, hein, l'Europe s'est fixé comme objectif la neutralité carbone à horizon 2050. C'est un objectif qui est extrêmement important pour l'Europe, hein, porté par Ursula von der Leyen. Et ça illustre la vision pionnière de notre continent et son objectif, qui est de transformer profondément l'économie en s'appuyant sur la finance durable. Et concrètement, ce plan européen, il comporte divers objectifs avec des leviers. Et le levier sur lequel on va revenir aujourd'hui, eh bien, c'est le levier financier et c'est la réorientation des flux de capitaux vers une économie plus durable. Ce plan, donc, il se décline en 10 actions qui sont listées là sur la planche que vous voyez. Et je voudrais revenir sur 2 éléments de ce plan. Donc, l'élément numéro 1, qui est l'établissement d'une taxonomie des activités durables, des activités vertes. Et le point numéro 9, qui est d'améliorer la transparence du reporting en matière de durabilité par la création de la CSRD. Donc, le futur reporting financier qui remplace le reporting existant, hein, qui était porté par la réglementation NFRD. Je vais revenir dans un premier temps sur la réglementation existante en France, qui est la déclaration de performance extra-financière, que vous connaissez sûrement, en fait, qui est issue de la transposition en droit européen de la NFRD. Cette DPEF, elle existe depuis 2017 et elle constitue le premier véritable reporting de portée stratégique. Reporting extra-financier, j'entends. C'est un reporting qui s'adresse à toutes les sociétés cotées et aux sociétés non cotées qui dépassent des seuils de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de bilan et de plus de 500 personnes, et ou de plus de 500 personnes. La petite subtilité, c'est que ce reporting, jusque-là, ne concernait que les sociétés anonymes et que donc ça représentait de l'ordre de 11 000 entreprises au niveau européen. Cette NFRD, elle était en cours de révision et cette révision, elle s'est traduite par la création de la CSRD, donc publiée le 21 avril 2021 par la Commission européenne. Donc c'est tout frais, hein, ça date d'il y a à peine 3 mois. Et cette proposition de nouvelle directive, elle s'appelle donc Corporate Sustainability Reporting Directive et elle vient donc remplacer la directive existante qui était traduite en droit français par la DPEF. Donc, cette nouvelle directive, elle va s'appliquer à partir de 2024 sur les reportings 2023. Et ce qui change par rapport à ce qu'on avait jusqu'alors, c'est d'une part les seuils. Le panel d'entreprises concernées s'élargit considérablement, hein, puisqu'on parle, comme je vous disais, de 11 000, on passe de 11 000 entreprises concernées par la DPEF à peu près 50 000 entreprises. Donc en effet, c'est un reporting qui va concerner beaucoup plus d'entreprises. C'est un reporting qui est plus large en termes de contenu, qui est un petit peu reformaté aussi hein, en termes de présentation, puisqu'il va être structuré selon les 3 piliers ESG, donc environnement, social, gouvernance. En termes de localisation en France, ce reporting sera toujours logé au sein du rapport de gestion. Et ce qui change également par rapport à la DPEF, c'est que ce futur reporting va être digitalisé. Il va être beaucoup plus connecté avec le reporting financier et il va voir s'élargir les rôles et les responsabilités de la direction, de la gouvernance et des comités d'audit. Donc tout ça, ça va dans le sens d'un accroissement du reporting, des exigences envers les entreprises et du renforcement du rôle de la gouvernance. Ça, c'est donc le premier élément. Le deuxième élément, c'est la naissance du règlement taxonomie. Donc, ce règlement taxonomie, il entre en vigueur également au 1er janvier 2022
et il va s'appliquer aux entreprises qui sont actuellement soumises à la déclaration de performance extra-financière. Et il a pour objectif, finalement, de déterminer dans quelle mesure une entreprise est réellement durable. Donc, il va se mesurer, il va donner lieu, en fait, par les entreprises à la publication de 3 KPI financiers qui vont devoir être réconciliés avec les comptes que les entreprises publient. Et donc, les entreprises seront amenées à publier la part de leur chiffre d'affaires durable, la part de leur CAPEX durable et la part d'une partie de leurs OPEX durables. Donc ça, ce règlement-là, comme je le disais, il va s'appliquer à partir de 2021 et c'est la première fois que les entreprises vont devoir publier des KPI financiers en lien avec le caractère durable de leur activité. Et ces KPI, ils vont devoir être publiés pour les entreprises qui contribuent dans leur activité à 2 objectifs environnementaux qui sont, comme vous voyez sur la partie gauche de l'écran, la protection du climat et l'adaptation au changement climatique. Ça, ce sont les 2 éléments sur lesquels les entreprises vont devoir reporter en 2022 sur 2021. Et progressivement, ce reporting va se densifier, va s'accroître et va toucher les dimensions que vous voyez sur la partie droite, donc la protection de l'eau et des ressources marines, la transition à une économie circulaire, la prévention de la pollution de l'environnement et la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Et je dirais dans un 3e temps, on aura également des éléments sociaux à reporter et des éléments de gouvernance. Donc, toutes ces exigences de reporting, toute cette normalisation, on va dire, elle s'accompagne forcément de projets de développement de normes, parce que pour produire des reportings, il y a un moment, on a besoin de s'accorder sur les règles du jeu. Et ces règles du jeu, elles sont en train d'être travaillées, d'être élaborées au niveau européen par les FRAG. Donc pour l'instant, c'est un travail qui est en cours et on s'attend à ce que les actes délégués soient adoptés d'ici fin 2022 et que donc ces standards de reporting extra-financiers soient mis en application à partir de 2024 sur la base des reportings 2023 pour les plus grandes entreprises et pour les PME à compter de 2026. Donc, tous ces projets qui sont portés par l'Europe dans le cadre du Green Deal, vous voyez, sont assez massifs et montrent l'intérêt de notre continent pour ces sujets. L'objectif de pousser les entreprises à se développer sur tout ce qui concerne l'ESG. Ces projets, ils sont avant tout européens. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'autres initiatives dans le monde, que ce soit en termes de standards de reporting, en termes de framework, en termes d'alliances. Là, vous voyez, il y a une multitude d'initiatives. Et ça montre qu'il y a une nécessité de normaliser, de définir des règles du jeu communes pour que tout ce foisonnement d'initiatives qu'on sent bien se régule et qu'on puisse entrer donc, dans une logique qui soit similaire en termes de standards et de comparabilité. Alors, face à ça, face à ces obligations de reporting qui s'imposent, certaines entreprises qui sont un peu en avance de phase, je dirais, elles vont plus loin, par intérêt social pour le sujet, d'une part, ou par demande des parties prenantes. Et je vais vous présenter un exemple qui est une initiative que PwC a accompagnée et qui a été menée par le groupe Kering, qui a développé son propre compte de résultat environnemental. Donc, c'est un modèle qui a été réalisé pour la première fois en pilote sur une des marques du groupe, qui est la marque Puma, en 2010, avant d'être étendu à l'ensemble du groupe en 2013 et rendu public à la fois en termes de méthodologie retenue et en termes de données, puisqu'elles sont en open source disponibles sur le site de Kering depuis 2015. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations que je vais vous communiquer là sur le site de Kering. Et donc, ce compte de résultat environnemental que vous voyez s'afficher là à l'écran, il a été présenté par la responsable RSE du groupe comme un outil qui cherche à mesurer les coûts et les gains pour Kering
des impacts environnementaux qui sont générés par l'activité de l'entreprise tout au long du cycle de production et fait nouveau tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Là où l'approche est un peu novatrice, c'est qu'en fait, on va tracer toute la chaîne amont de l'entreprise, et c'est ce que vous voyez sur la colonne qui s'appelle Tier 4 Raw Material Production, où en fait, on va retrouver les impacts liés aux émissions. En fait, le groupe a 6 KPI que vous voyez sur la partie gauche, hein, la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution des sols, l'émission de déchets, la consommation d'eau et la pollution de l'eau. Et donc, en fait, sur l'ensemble de ces 6 KPI et sur l'ensemble, donc à l'horizontale et à la verticale, sur l'ensemble du cycle de production, le groupe a mesuré au niveau du groupe, au niveau mondial, son impact. Et son impact, il l'a donc estimé à 524,3 millions d'euros, qui sont essentiellement sur la partie approvisionnement, hein, donc sur la partie raw material production. Là, vous voyez, c'est là qu'on a les plus grosses bulles de couleurs. Et ça concerne essentiellement l'utilisation, la pollution des sols, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'eau. Donc, ce qui peut s'entendre, hein, compte tenu de l'activité de Kering. Et en fait, ce qu'on voyait, donc ce qu'expliquait Elisabeth Didier, la responsable RSE du groupe, c'est qu'en fait, l'intérêt de ce IPNL, quand on monétise en fait la valeur des gains et des pertes qui sont réalisés pour le groupe, c'est qu'en fait, le premier élément, c'est que ça capte plus vite l'attention des utilisateurs, parce que quand on leur parle de 100 000 mètres cubes d'eau qui ont été consommés, forcément, ce n'est pas très parlant. Alors que quand on dit que ça va représenter de l'ordre de 400 000 euros, là, ça parle plus et ça permet bien plus rapidement d'alerter les personnes, pardon, et aussi de hiérarchiser les projets en matière de stratégie environnementale. Un projet qui va consommer 100 tonnes de CO2 versus un projet qui va consommer 100 000 mètres cubes d'eau, lequel choisir? Là aussi, le fait de monétiser les impacts est une aide à la prise de décision et en fait, ça permet d'unifier les valeurs de comparaison. Donc, concrètement, hein, ce que vous voyez, c'est que ce compte de résultats-là, il a été donc, déployé au niveau monde, hein, comme je disais. Et en fait, on peut voir sur la carte, là où le groupe est le plus consommateur et là où on a les plus gros coûts environnementaux d'un point de vue géographique. Donc, ça se trouve en effet sur la zone de la Chine, hein, avec toute la partie approvisionnement, production, et sur la partie des États-Unis avec toute la partie production des cuirs de vache en particulier. Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie et je laisse maintenant donc, la parole à Delphine Gibassier qui va compléter sur d'autres initiatives de reporting extra-financier. Je reprendrai ensuite la parole pour introduire les enjeux pour les investisseurs. Merci, merci pour cette introduction à partir des travaux de l'Europe qui effectivement s'accélèrent et auxquels je participe, notamment sur l'eau et la biodiversité pour la partie CSRD. Donc, merci pour cette matinée sur le sujet. Donc, je suis Delphine Gibassier, professeure de comptabilité du développement durable à Audencia et titulaire de la chaire cofinancée d'ailleurs par Pricewaterhouse à Audencia sur le sujet comptabilité multicapitaux. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci, je partage en plein écran, puis je vais voir si ça fonctionne bien. Alors, moi, ça fonctionne. Super. Je vais faire un petit retour sur les modèles et expérimentations qui ont eu cours ces dernières années pour vous montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Alors, dans la maturité des méthodes et ce qu'il existe aujourd'hui trois types de modèles qu'on a repris dans un rapport qui a été publié l'an dernier par la chaire, qui est disponible sur notre site.
Le premier modèle, c'est celui dont on vient de parler, qui s'appelle aujourd'hui un IPNL, mais le modèle standard, c'est un modèle qu'on appelle Full Cost Accounting, donc un coût complet, qui existe déjà depuis une trentaine d'années, puisque les premiers modèles datent des années 90. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un profit duquel on soustrait un coût des externalités pour un profit qui est artificiellement diminué, puisqu'il n'y a pas d'effet sur l'état financier des entreprises. On ne peut pas faire de réserve concernant ce qu'on a estimé être la destruction de l'environnement, par exemple. Il existe ensuite des travaux d'harmonisation sur ce qu'on appelle les Sustainability Assessment Models aujourd'hui, qui sont dominants et qui excusez-moi, est-ce que vous qui ont pouvez couper largement vos pris le micros? pas hein, sur le modèle. Donc ces modèles-là, C'est bon, Delphine. pas de souci. Moi, je ne vous vois pas, du coup, ces modèles-là associent à un profit une valeur détruite ou créée pour ensuite amener une valeur nette créée. Donc, vous vous doutez bien, ces modèles, malheureusement, ne montrent pas de valeur détruite, mais montrent généralement une valeur nette créée, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur l'aspect potentiellement greenwashing de ces modèles-là. Vous n'avez aucun effet sur les états financiers non plus, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des capitaux propres par une valeur nette créée. Et puis, un troisième type de modèle qui est vraiment un modèle aujourd'hui au stade de la recherche, avec des expérimentations qui sont rares, avec un problème de transparence à la fois sur les méthodes et sur les expérimentations. Enfin, quand je dis un problème, c'est surtout qu'on voudrait que tout soit fait actuellement et qu'aujourd'hui, il faut avoir de la patience sur ces modèles-là. Et ce qu'on appelle les modèles intégrés, ce sont des modèles qui intègrent directement au bilan et au compte de résultats des écritures comptables qui veulent montrer un aspect de la durabilité des entreprises. Donc, dans un premier temps, les modèles Full Cost Accounting, comment ça fonctionne? Donc là, je vous montre le modèle d'interface qui date des années 2000, mais plusieurs entreprises l'avaient fait dès les années 90. On a un calcul d'émissions ou de pollution ou d'impacts environnementaux. Donc, il y a d'abord un élément physique, puis une monétarisation qui est faite. Et cette monétarisation et cette globalisation des impacts en termes monétaires est déduite d'une ligne du PNL de l'entreprise, du compte de résultat, pour donner un chiffre donc inférieur dans tous les cas, puisqu'ici on ne monétarise que les effets destructeurs sur la nature. Et puis on voit ici, ce n'est pas un montant très important, mais dans le cas de l'IPNL de Kering, on le sait, il montre des éléments quand même relativement importants. Donc, pour vous donner une information sur la monétarisation, donc, les émissions et utilisations de ressources que vous voyez là, ici, émissions de polluants, gaz à effet de serre, ce sont les mêmes indicateurs que vous retrouvez dans une CSRD, dans une DPEF ou dans le Global Reporting Initiative, exactement les mêmes. Ce qui différencie l'IPNL de ce qu'on voit dans les reportings, c'est que la monétarisation, elle se fait sur ce qu'on voit tout à droite, c'est-à-dire l'affectation du bien-être ou le coût pour les sociétés. Je ne vais pas revenir plus en détail là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé, mais voilà le modèle. Donc, ce modèle-là ne mesure pas d'impact positif. Il sert en théorie à internaliser les externalités. Les normes comptables aujourd'hui ne permettent pas de faire des provisions sur ces chiffres-là, et donc la constatation de l'impact reste virtuelle et n'est pas non plus cumulée d'année en année. Donc, il n'y a pas d'intégration dans les comptes, et il n'y a pas non plus de lien avec les limites planétaires. On va le voir tout à l'heure, pour mesurer la soutenabilité, il va falloir s'y confronter. Cependant, il a un périmètre étendu, ça c'est extrêmement important en termes de développement durable, que les modèles ne s'arrêtent pas à la frontière du périmètre légal. Aujourd'hui, en termes de G, de regarder ces périmètres, en tout cas de l'exemple de l'IPNL qui est le plus récent et celui qu'on peut voir reproduit dans un certain nombre d'entreprises, vous avez un périmètre étendu. Alors, il ne s'est pas autant diffusé que le souhaitait Kering. Ils souhaitaient que ça devienne une norme pour les autres. Donc, c'est un outil qui, aujourd'hui, est plutôt un outil de management interne. Vous le voyez sur leur rapport, qu'ils l'utilisent énormément pour prendre des décisions et améliorer leur stratégie de développement durable.
Il est clairement dans le top des modèles aujourd'hui utilisés par les grandes entreprises, remplacés par la diffusion des outils des Big Four type True Value, donc les SAM. Et aujourd'hui, Kering vient de rejoindre un groupe qui s'appelle la Value Balancing Alliance, qui, eux, construisent une standardisation des modèles SAM. Donc, peut-être qu'ils seront amenés à faire évoluer leur outil. En tout cas, voilà où on en est de cet outil-là. Alors, le modèle SAM, donc le Sustainability Assessment Model, quelque part, si on regarde que l'environnement, ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur le côté IPNL, puisqu'on a une monétarisation des impacts négatifs côté environnement. Vous voyez que la différence se situe au niveau du socio-économique, puisqu'on voit des éléments extrêmement positifs. Et puis, entre 2 332 et 4 617, on voit un doublement de la valeur créée, qui n'est pas toujours facile à comprendre, ni standardisée, ni admise au niveau scientifique de ce que c'est que cette valeur créée exactement. Mais c'est ces modèles-là qu'on voit de plus en plus, et c'est ce modèle-là que aujourd'hui la Value Balancing Alliance est en train de standardiser, notamment avec des fonds européens. Vous avez dans ces modèles 3 modèles qui se détachent, celui de True Value, celui de Price qui est plutôt côté anglo-saxon, qui s'appelle TIM, et l'IPNL. Alors, ce n'est pas le même I, ce n'est pas le PNL, c'est l'IPNL qui vient d'un groupe qui est situé aux Pays-Bas et qui travaille beaucoup avec les grands groupes là-bas, notamment ABN AMRO, AkzoNobel et d'autres. Ernst & Young a aussi monté son modèle beaucoup plus récent et beaucoup moins diffusé. Et aujourd'hui, les 4 BIC travaillent dans la Value Balancing Alliance à une méthodologie standardisée, des SAM, avec un financement européen et le soutien de grandes organisations type WBCSD ou la Capitals Coalition, ainsi que l'OCDE et l'Europe. Alors, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Il est très visuel, très facile à comprendre, mais ce ne sont pas des outils qui mesurent la soutenabilité. Aujourd'hui, ça mesure le positif de manière très personnelle à chaque entreprise. Ça nette les impacts positifs et négatifs et ça fournit une valeur systématiquement positive, ce qui renforce les modèles existants au lieu de les questionner vers la transition. On a aussi des modèles intégrés qui ne se sont pas diffusés au-delà du UK. Je en parle juste pour que vous les connaissiez. Un modèle qui a été diffusé par le Crown Estate, enfin les consultants qui l'ont fait pour le Crown Estate et qui l'ont refait pour Yorkshire Water. Aujourd'hui, le modèle qui est le plus diffusé semble être True Value. Je dis semble parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres autour de cette diffusion. Et la Value Balancing Alliance est l'organisme qui standardise avec un financement européen. Je vais en venir au modèle de comptabilité intégré. Moi, j'appelle intégré ici l'intégration dans la comptabilité financière, parce qu'il y a pas mal d'autres définitions de ce que ça veut dire intégrer, mais là, c'est vraiment une intégration. Donc, je vous montre le modèle qui est le plus avancé, mais qui est aussi complètement non transparent, malheureusement. Mais j'en parle parce que je connais l'équipe, parce que je discute avec eux et que j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils rendent leur méthodologie le plus publique possible dans les années à venir ou rapidement. C'est un modèle qui passe par le compte de bilan, mais qui passe aussi par les limites planétaires et les fondations sociales. Donc, ils se comparent, eux, aux limites aujourd'hui de nos ressources sur Terre, et notamment par rapport au CO2, au 1,5 degré, dont tout le monde a entendu parler. Donc, c'est le modèle le plus avancé. C'est surtout un modèle qui marche aujourd'hui quotidiennement chez Olam. Ils ont une équipe et ils l'utilisent pour prendre des décisions et faire des calculs, même s'ils ne les publient pas. Ils le font sur plusieurs de leurs entités. Donc, pour une entreprise de cette taille-là, Olam est une entreprise de l'agroalimentaire basée à Singapour, qui est une multinationale. C'est important et intéressant de voir que c'est possible, de montrer qu'on est à découvert dans le rouge ou pas, selon la limite planétaire à laquelle on s'est confronté, et surtout que c'est utilisé au quotidien pour prendre des décisions. Le deuxième modèle qui existe, c'est le modèle CARE, qui est un modèle de la chaire comptabilité écologique, qui est basé sur le principe de regarder des capitaux financiers. Donc, il n'y a pas de mesure physique dans leur modèle. Ils utilisent le coût de maintenance, donc des coûts environnementaux ou des coûts sociaux associés à ce que vous estimez être nécessaire pour maintenir le capital.
qu'ils intègrent dans le bilan en tant que dette et puis dans le PNL au fur et à mesure de l'exploitation de cette maintenance pour le capital naturel et humain. Les acteurs aujourd'hui de la comptabilité intégrée de cette matière-là, il y en a 3. OLAM, dont la méthodologie malheureusement n'est pas publiée, mais qui est testée, qui utilise les limites planétaires et les fondations sociales, la chaire comptabilité écologique et Audencia, c'est-à-dire la chaire dont je suis titulaire, et je vais vous expliquer dans quelques minutes ce qu'on arrive à faire. Mais je voulais revenir quand même sur la performance globale parce que j'avoue que ça me dérange un petit peu quand on parle de soutenabilité sans savoir ce que ça veut vraiment dire pour une organisation. Et on ne peut mesurer la performance globale qu'à partir de données physiques. Ça, c'est vraiment important. On ne peut pas mesurer une performance globale à partir de données monétaires. Aujourd'hui, 99,9% des entreprises travaillent à partir de notions d'incrémentalisme, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire mieux qu'hier, mieux qu'avant-hier, mieux que leurs copains, et avec des objectifs qui sont relativement court terme. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vous mesurer par rapport à l'état dans lequel vous devez être pour arrêter de contribuer à la destruction des capitaux duquel vous dépendez. Mais c'est aussi des capitaux dont dépend tout le monde, hein, la planète, les hommes, les animaux, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mesurer le développement durable, ce qu'on appelle dans un contexte. Donc ici, vous voyez bien, votre organisation, c'est le petit cercle tout au milieu qui fait partie d'une industrie, qui fait partie d'un système, qui fait partie de la société et qui fait partie de la planète. Donc, on ne peut mesurer sa soutenabilité qu'à partir de ce contexte-là. Nous, on utilise le terme de valeur systémique qui, on dit, la valeur systémique ne peut être créée que lorsque les résultats d'un modèle d'entreprise maintiennent les stocks et les flux des capitaux dans les limites de leur capacité de charge. Ça revient à dire, par exemple, pour le budget CO2 de la planète, que l'entreprise ne doit pas contribuer à continuer à aller au-delà de 1,5 degré. On utilise donc pour cela un modèle scientifique qui prend racine dans de plus en plus d'entreprises, d'États et de territoires, qui s'appelle le Do Not, qui reprend les limites planétaires d'un côté et les fondations sociales dans l'autre, et qui vous dit en gros que vous devez vous situer dans le cercle vert qui s'appelle The Safe and Just Space for Humanity. C'est une manière de se dire il faut que je respecte à la fois un plafond et à la fois une fondation. Comment ça change pour vous vos questionnements? Ça change qu'aujourd'hui, ce que vous vous posez comme question, c'est de combien pourrions-nous réduire nos émissions? Donc c'est, je vais réduire par rapport à 2015 de moins 20%, de moins 30% sur mon scope 1 et 2 ou quelquefois sur mon scope 3. Quand on travaille dans un contexte, dans le contexte, on dit dans quelle mesure devons-nous réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre et dans quel délai pour contribuer à la réalisation de l'objectif à long terme consistant à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés ou 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Donc ça change quand même les choses et ça demande un petit peu de questionnement sur ce que ça veut dire vraiment la soutenabilité et quels risques vous prenez à ne pas regarder le contexte pour le futur de vos business models. Le modèle LIFS qu'on a monté, nous, à Audencia, avec le soutien de Price, c'est celui-ci. Donc, il a été présenté au grand public début juin. Vous pouvez voir toutes les vidéos de notre journée en ligne aujourd'hui. Il s'appelle Limits and Foundation Towards Sustainability Accounting Model. Il est basé sur une comptabilité en flux physique. J'insiste là-dessus, c'est extrêmement important. On ne peut pas mesurer la soutenabilité sans se référer à la mesure de l'indicateur physique lui-même. On a un système intégré au système comptable, donc on part sur un bilan et un PNL. Je vais vous en montrer un exemple juste après. On regarde les limites planétaires et les fondations sociales. On est sur de la responsabilité étendue et une soutenabilité parce qu'on ne substitue pas les capitaux les uns aux autres. On ne peut pas être bon en environnement ou plutôt mauvais en environnement souvent et bon en social et faire un net des deux, c'est impossible aujourd'hui de penser comme ça. Et puis, on a la possibilité de monétariser nos résultats parce qu'on sait qu'en parlant à différentes parties prenantes, vous allez avoir besoin de différents types d'indicateurs.
On a réalisé 3 expérimentations sur des PME, dont une nantaise qui s'appelle Bateau, dont vous pouvez retrouver les cas en ligne. Je vais passer rapidement sur ces expérimentations-là. Et on entame 2 expérimentations en ETI et 2 en multinationale à partir de juillet 2021, donc aujourd'hui, pour faire simple, jusqu'à décembre 2022 sur 18 mois. Donc on ira jusqu'au bout du modèle et on pourra, à fin 2022, faire un bilan complet de toutes les expérimentations qu'on aura réalisées. On n'a pas fait qu'un modèle, que des expérimentations, mais on est aujourd'hui sur la mise en place d'un logiciel qui va permettre d'automatiser un certain nombre de points de ce modèle-là. On avait fait un access et aujourd'hui, on travaille avec 2 partenaires qui nous permettent de monter un outil pour les PME ETI et un outil pour les grands groupes dans le même laps de temps, c'est-à-dire juillet 2021 à décembre 2022. En dehors de ça, pour les PME ETI, on est en train de monter un toolkit parce qu'on sait que c'est très compliqué d'adopter ce genre de modèle. Donc, on travaille sur un guide d'implémentation, des formations, une boîte à outils et un logiciel spécifique à destination des PME ETI, notamment du territoire ici, mais plus largement, on va commencer à le diffuser à partir de 2022. On m'avait demandé de monter un exemple de restitution. Donc, voilà ce que ça peut donner sur un exemple fictif d'une des 3 PME. Vous pouvez retrouver ces informations dans les cas. On a une présentation visuelle, pardon, pas virtuelle, visuelle, à travers le Do Not dont on a parlé, où vous regardez ici, ce qui est rouge, c'est ce qui n'est pas bon, ce qui est vert, c'est ce qui est dans le Do Not. Et ça vous montre ça donne quelque chose de très simple pour savoir où est-ce qu'on en est à partir des 9 limites planétaires et des 12 fondations sociales. Mais on a une autre façon de le montrer, c'est ce compte de résultats non financiers qui reprend le produit, les opérations CO2, les charges et un résultat net, et qui intervient aussi dans le bilan financier avec un stock qui a disparu, un résultat, et qui devient aujourd'hui, pour cette entreprise-là, une dette. On l'a aussi monétarisé, donc on le voit ici, avec un exemple à 100 € la tonne. Donc, on peut le faire, mais ce n'est pas notre préconisation première, puisqu'il faut d'abord comprendre comment on se situe vis-à-vis de la limite planétaire avant de travailler sur des résultats monétarisés. Alors, y aller ou pas, voilà les questions qu'il faut que vous vous posiez. Prenez toujours un modèle où vous aurez accès à des données physiques de manière transparente. Le social et l'environnemental ne peuvent pas être communautaires. Ça ne rime à rien de n'avoir qu'un coût. Ça ne vous indique pas si vous êtes soutenable ou pas. Prenez un modèle qui vous permet de mesurer votre soutenabilité, c'est-à-dire savoir si vous respectez les limites planétaires et les fondations sociales. Chaque méthode de monétarisation ne se vaut pas. Ayez conscience de la raison pour laquelle vous monétarisez. Et vous pourrez regarder dans le rapport qui sortira cet été dans la chaire les différents types de monétarisation. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez montrer et à quelle partie prenante vous voulez montrer. Si la comparabilité est importante, choisissez un modèle qui va vous permettre de rendre visible la soutenabilité de vos entreprises versus la non-soutenabilité d'une autre. Parce que tous les modèles ne permettent pas ça. Donc, il faut que vous puissiez vous comparer. Faites attention à la géopolitique. Je vous ai beaucoup parlé du fait qu'il y a des financements européens, il y a des choses qui se passent à l'international. Donc, choisir un modèle qui est franco-français ou qui n'a pas le soutien ou qui ne se diffuse pas de la même manière peut vous laisser sur une expérimentation qui ne sera pas reprise par ailleurs. Et faites attention à la transparence des modèles aussi, attention au greenwashing qui sont derrière certains modèles déjà diffusés. Par rapport au modèle intégré, attention aux sirènes, toutes les méthodes sont à l'état de recherche, aucune méthode aujourd'hui est 100% transparente et publiée, même la nôtre, même si on l'a publiée aujourd'hui, c'est une V1, la V2 sortira fin 2022. L'intégration n'a pas toujours pour objectif la soutenabilité, loin de là, donc ce n'est pas parce qu'on intègre qu'on montre sa soutenabilité. Les règles comptables ne sont pas prêtes de changer, donc quoi qu'il arrive, ça fera un double jeu de compte pour vous. Mais voilà, nous, comme d'autres centres de recherche en France et à l'étranger, on a besoin d'avancer. Donc, la co-construction d'entreprises avec les chercheurs, c'est très important. Je vous invite à le faire dans cette vision-là de recherche fondamentale, développement, en faisant bien attention à ce qu'il y a derrière et au sous-jacent des méthodes sur lesquelles vous investissez. Voilà. Merci Delphine. Alors Anne, je crois que tu pourrais de reprendre la parole. Alors je vois l'heure qui tourne. Si on peut
essayer d'avancer assez rapidement pour pouvoir laisser la parole ensuite à nos 3 témoins entreprises. Oui, très bien. Je fais rapide. En fait, c'était juste pour introduire le propos de Nathalie et partager en fait les attentes des investisseurs. Je sais pas si est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Donc oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc à la fois il y a un souhait des entreprises, il y a une réglementation qui évolue et qui les pousse, mais il y a aussi les investisseurs, les fonds qui poussent les entreprises à publier de l'information extra-financière. Et là, vous le voyez sur les différents articles de presse qui datent de fin 2020 et même début 2021 avec le lancement d'un nouvel indice boursier, le CAC 40 ESG, qui rassemble 4 entreprises socialement responsables. On sent vraiment que c'est un sujet qui intéresse, y compris les investisseurs. Et pour conclure sur ce sujet-là, avant de passer la parole à Nathalie, je voulais juste vous partager cette vidéo rapide d'Olivier Millet, qui est président du directoire d'Euraseo PME, et qui donne en fait, qui nous livre sa vision des choses sur les attentes et les critères de choix d'Euraseo quand ils font le choix d'un investissement. Et en fait, qu'est-ce que font les financeurs en faisant ça? Ils envoient un message en disant une entreprise bien gérée, et donc dont le risque diminue puisqu'elle est bien gérée, est capable d'articuler un dialogue extra-financier et un reporting extra-financier. Donc, ce qui est vrai des grands émetteurs, des multinationales, est vrai des entreprises de taille moyenne, c'est vrai dans le côté et c'est vrai et encore plus vrai dans le non-côté avec une énorme accélération. Donc, on voit bien que tous les éléments de PNL, tous les éléments de bilan peuvent et devront avoir un éclairage extra-financier pour justifier, et pas simplement, parce que historiquement, on justifie d'un chiffre. Éventuellement, avec les cash flows, on parle de flux. Mais ce qui est fondamental, c'est d'expliquer mon budget achat, mon budget invest, il sert à quoi par rapport à une trajectoire et surtout par rapport à la durabilité de mon modèle économique. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus à savoir s'il faut pas, si on pourrait, si on devrait, si la norme et si c'était mieux. Il faut accélérer le pas parce qu'il en va de la survie des entreprises en termes d'adaptation au monde qui bouge, que ce soit dans leur modèle économique par rapport à leurs parties prenantes aval que sont salariés, clients, consommateurs, ou amont, source de capitaux, accès au capital pour continuer à fueler des accélérations de croissance. Voilà, donc Nathalie, je vous laisse maintenant la parole pour présenter votre vision en tant qu'investisseur et aussi en tant qu'entreprise. Bonjour à tous. Oui, je suis ravie d'intervenir en témoin. En fait, je n'ai pas de slide en présentation pour le Crédit Agricole Atlantique Vendée. Donc, de façon générale, le groupe Crédit Agricole est très engagé en tant que banque d'accompagnement de la transition et des transitions en sens large. Et donc, pour cela, a organisé pas mal de préparation pour justement aider ses clients à prévenir les engagements obligatoires de 2023, comme qu'a présenté effectivement Anne dans son propos introductif. Donc, la raison d'être du Crédit Agricole, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. Donc, cette raison d'être, elle porte évidemment le groupe au sens large et notre caisse régionale, évidemment, également. Donc, pour le coup, j'interviens et c'est un peu atypique et particulier, évidemment, dans votre session de transformation. Je suis responsable de l'innovation, du management de l'innovation au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Sur Nantes et La Roche-sur-Yon. Mon propos et mon intervention ici va se faire sur 2 axes. Le premier, évidemment, sur le pourquoi je suis là, c'est-à-dire pourquoi l'innovation peut driver des pilotages de projets à
à 360 degrés et en mesure d'impact différents. Et donc, le deuxième axe, suite à échange avec mes collègues du contrôle de gestion et puis CACIB, notre filiale dédiée à l'investissement, qui prépare d'ores et déjà les mesures d'impact pour ses clients. Donc, je vais intervenir sur ces deux axes-là. Mais dans mes métiers précédents, j'ai travaillé sur la RSE et j'ai créé et exploité aussi pendant 4 ans, le village Baïséa Atlantique Vendée, dont les objectifs principaux étaient de préparer l'avenir et notamment définir ce qu'on allait manger demain, donc avec une politique autour de l'agriculture très engagée. Le sujet ensuite de l'habitat de demain, également la partie santé, comment on allait vieillir et en quelle santé. Et enfin, le dernier point, vraiment autour de la mesure d'impact des sociétés start-up que nous avions intégrées dans l'écosystème du village Baïséa. Donc, ces sujets-là m'ont rendu extrêmement sensible à cet enjeu bien avant l'expérience Covid et ce qu'on vit également aujourd'hui. Et c'est un sujet très fort et important pour moi dans le cadre de mon métier. Aussi, quand en fin d'année dernière, dans le cadre du développement des idées que le groupe a engendré. Il y avait donc au niveau fédéral un concours d'innovation qui a été proposé. Le sujet de la mesure de l'impact des projets d'innovation était pour moi quelque chose d'essentiel et donc je l'ai présenté au concours national. Nous avions à peu près 70 projets remontés de toutes les entités du groupe. Nous avons un club d'innovateurs au sein du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Et donc, à partir de là, cette expérience a mené notre projet de mesure de ROI d'impact à différentes valeurs, l'a mené au final. Et donc, nous faisions partie des 6 projets qui ont été retenus au sein du groupe. Et lors du pitch final, donc 4 caisses régionales plus CACIB, notre filiale, Crédit Agricole Corporate Investment Bank, a accepté donc de participer à notre collectif de groupe de travail pour se dire aujourd'hui, on travaille l'innovation au sein du groupe, mais comment est-ce qu'on est capable de mesurer d'ores et déjà et au démarrage d'un projet l'impact réel de ce projet en termes d'utilité, évidemment sur des critères qui étaient proches de la DPEF évoquée par Delphine tout à l'heure, qui était donc quelque chose d'obligatoire et que notre responsable RFE fait depuis évidemment quelques années. Et on avait la volonté vraiment de travailler des mesures d'impact différentes qui étaient en cohérence au final avec ce que l'AMF ou la CPR, qui sont les organes régulateurs de la banque, commençaient à nous demander au sein évidemment de la place financière. Et donc depuis le 18 décembre 2020, il y a des rapports qui sont en cours aujourd'hui et qui mesurent sur la place financière les impacts des organismes bancaires, assurance, gestion de portefeuille, avec un questionnaire qui est proposé et qui est mis en ligne de mire. Et donc, nous, dans notre groupe de travail en interne, on s'est vraiment associé en fait à ces différents enjeux clés et on a collé finalement de mesures d'innovation aux critères ESG qui correspondent évidemment aux enjeux environnementaux, sociaux et puis de gouvernance. Ces indicateurs ESG sont très importants pour nous dans la mesure de l'impact de nos projets d'innovation. Donc ça, c'est l'angle interne de démarrage et qui est vraiment très, très important aussi pour nous et qui est évidemment coordonné avec la démarche mobilisatrice de la stratégie RSE en interne de la caisse régionale. Évidemment, le sujet des impacts sur la partie RSE est extrêmement sensible et donc à ce stade, il y a un groupe de travail complémentaire à nos travaux au niveau de l'innovation qui œuvre pour amplifier la stratégie RSE avec une méthodologie très particulière et très spécifique qui va s'attacher à l'état des lieux du territoire, qui va écouter toutes les parties prenantes
Et donc, effectivement, comme le montrait tout à l'heure Delphine, avec vraiment l'enjeu mon organisation propre, mais finalement mon impact global au sein du territoire et finalement de l'impact de la planète, hein, avec une création d'une matrice de matérialité qui va donc mettre en avant les priorités pour le Crédit Agricole Atlantique Vendée, avec la définition d'axes stratégiques amplifiés qui vont être définis au cours de cette année 2021. Avec un plan d'action derrière qui sera enclenché. L'enjeu est de côté, avec des enjeux RSE sur 5 piliers: la gouvernance, l'environnement, les territoires, l'économique et le social. C'est vraiment 5 axes prioritaires qui seront retenus dans cette échelle de cotation qui permettra, grâce à cette matrice de matérialité, d'enrichir finalement nos projets internes. Donc ça, c'est la partie interne. Maintenant, au niveau du groupe Crédit Agricole et puis des acteurs du financier, il y a également d'autres projets qui sont en cours, enfin projets qui sont bien démarrés, puisqu'il y a 6 expérimentations dans 6 caisses régionales aujourd'hui. Ce sont des plateformes de reporting extra-financier qui sont enclenchées et qui engage finalement les caisses régionales à travailler leur stratégie RSE et de mesurer par des objectifs et des indicateurs les performances extra-financières de ces caisses régionales. Donc ça, c'est un vrai pacte sociétal et territorial qui est développé et engagé et qui va permettre la mesure de l'impact environnemental et social sur son territoire pour chaque caisse régionale. Donc ça, c'est déjà démarré par la structure caisse régionale et être modèle finalement sur son territoire. Et puis, ensuite, l'objectif, c'est aussi, grâce à notre filiale CACIB, puisqu'il y aura donc 23 KPI qui vont être suivis dans ces plateformes de reporting extra-financier, c'est aussi de pouvoir travailler l'accompagnement et le pendant de cette transition qui arrive et qui sera obligatoire à partir de 2023, c'est de pouvoir préparer aussi nos clients professionnels, entrepreneurs des territoires, à ne pas vivre finalement ces reporting de nouveaux critères obligatoires en 2023 comme une sanction, mais plutôt de les préparer et de les accompagner à cette transition qui sera obligatoire de toute façon sur 2023. Donc pour cela, notre filiale CACIB travaille déjà l'accompagnement de ses clients qui ont besoin d'éclairage finalement sur comment orienter ces investissements, ces crédits, ces fonds choisis finalement pour investir sur les territoires. Et pour cela, deux axes seront en cours. Il y a déjà un premier sujet autour d'un questionnaire qui va permettre de coter le risque client et de mettre un score finalement de son impact qui est en cours. Et puis un deuxième axe qui va être vraiment beaucoup plus sur le volet investissement et travailler vraiment avec des fonds fléchés et des thématiques spécifiques, d'orienter finalement l'engagement du client vers ces chartes d'obligations, ou en tout cas obligations vertes et sociales, qui seront fléchées en termes d'investissement. Donc ça, c'est la partie épargne. Et puis sur la partie crédit, ou en tout cas investissement, quelque chose de plus original et atypique qui est en cours, qui est effectivement le sujet de mesurer en fait un objectif financier dès le démarrage d'un crédit d'investissement qui va permettre d'indexer le taux de crédit au fur et à mesure des engagements qui auront été pris au départ avec le client professionnel sur sa mesure évidemment d'impact extra-financière et qui va lui permettre au fur et à mesure du temps de profiter finalement d'un taux bonifié parce qu'il a respecté les engagements qu'il s'est donnés au démarrage. Donc ça, c'est vraiment les deux axes, entre guillemets, de réflexion et d'action en cours du côté de CACIB, notre filiale.
et qui veut vraiment être finalement la banque qui accompagne toutes les transitions et qui permet surtout à nos clients d'être prêts à l'horizon 2023. Et c'est vrai qu'il faut d'ores et déjà s'y préparer. C'est quelque chose vraiment d'essentiel et d'important. On a d'ores et déjà des grands groupes locaux sur le territoire hein, qui, me disait Nicolas Trichet, notre directeur grandes entreprises sur Nantes, effectivement, qui demandent déjà à intégrer ces critères extra-financiers finalement dans l'analyse de leurs projets et qui donc sont contributeurs de l'expérience réelle sur le territoire. Donc ça, c'est plutôt vraiment une belle expérience et une motivation locale. On sent que sur l'Ouest, il y a une vraie mobilisation sur cette mesure d'impact et qui est extrêmement forte, en tout cas dans le groupe Crédit Agricole. Et le dernier point peut-être que je peux ajouter, c'est que actuellement, au niveau européen, il y a effectivement, et Anne et Delphine l'ont évoqué, un texte en cours sur la taxonomie. Et dans ce groupe d'experts européens, le Crédit Agricole est la seule banque représentée et donc très engagée à la réussite et à l'écriture de ce texte. Voilà mon intervention. Je crois que c'est Hélène qui intervient pour compléter les témoignages. Bonjour à tous, merci Nathalie du passage de micro. Je suis Hélène Kerambloch et donc je suis directrice de la transformation économie responsable chez TIBCO. Et TIBCO, nous sommes une ESN, donc une entreprise de services numériques. Je vais partager quelques slides, mais juste histoire d'avoir un peu de décorum. Ce que je vais faire, c'est surtout donc vous faire un retour d'expérience sur une expérimentation qu'on a menée, qu'on est toujours en train de mener donc autour de la mise en œuvre de cette comptabilité triple capitale, avec un regard un petit peu parallèle aussi qui est celui de Rupture, puisque TIBCO, on est membre de Rupture, qui est une association donc qui œuvre en Pays de la Loire, on va dire, sur le fait de témoigner et d'intégrer dans son action les entreprises et les acteurs du territoire, parce que ce n'est pas uniquement des entreprises, mais aussi les institutions, les étudiants, enfin, ceux qui souhaitent, en fait, tous les acteurs qui veulent œuvrer pour une économie positive et engagée. Et donc, dans le cadre de Rupture, on a un atelier, un chantier qui est donc autour de la comptabilité triple capitale, avec deux axes. Un groupe qui travaille plus sur faire un état des lieux, un panorama, comme Delphine Thibassi a pu le faire tout à l'heure, mais sur les méthodes qui existent, et puis sensibiliser donc les acteurs du territoire à ces méthodes. Et puis un autre groupe où on est plus là sur de l'expérimentation, et donc on a un peu plus d'une dizaine d'entreprises à avoir expérimenté. Et donc, Jérôme Duret et moi-même, on va aussi intervenir dans ce cadre-là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, Jérôme et moi, c'est de commencer chacun par faire un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu, nous, dans nos entreprises. Et puis après, de faire un petit témoignage commun, plus sur ce qu'on a ressenti au sein du groupe, donc d'élargir un peu le périmètre au-delà de nos deux entreprises. Donc TIBCO, pour revenir à notre expérimentation, donc, comme je disais, on est une entreprise de services numériques. On est 1600 TIBS sur le territoire français. Et on est engagé depuis de nombreuses années maintenant dans une politique de RSE, donc dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise ou de développement durable. Et à tel point qu'aujourd'hui, vraiment, on l'a intégré dans notre mission. Et vous pouvez lire là, à l'écran, hein, notre objectif, c'est vraiment de garantir un monde numérique durable en prenant soin à la fois de l'humain et de la planète. Et donc, quand on parle d'éco-responsabilité chez TIBCO, c'est vraiment d'économie responsable. C'est d'allier la performance économique, la performance environnementale et la performance humaine. Donc, comme je vous disais, on est engagé donc, depuis maintenant de nombreuses années dans cette démarche RSE, avec au départ quelques enjeux qu'on s'était fixés autour du développement durable. Puis petit à petit, ça s'est étoffé. On est allé chercher une labellisation Lucie qui nous a permis de structurer cette démarche à partir de 2015-2016. Depuis 2019, on met en œuvre des offres. On est vraiment dans et c'est ma mission au sein de TIBCO, c'est vraiment de faire en sorte que
dans nos offres, on intègre l'éco-responsabilité. Et puis, c'est bien de faire, mais il faut aussi pouvoir montrer aux clients en quoi les offres qu'on leur propose et dont on leur dit qu'elles sont durables, elles sont vraiment durables. Donc, on a toute une réflexion au niveau de nos offres. Et puis, ma démarche qui est évaluée par EcoVadis, donc qui est Gold pour Tipco Service et Platine pour Tipco Télécom. Et voilà. Et on est dans un plan de transformation de l'entreprise dont l'axe du sens est vraiment de devenir une entreprise à impact positif et d'engager toutes nos parties prenantes dans cette notion d'impact positif. Alors pourquoi la comptabilité triple capital? Pour venir dans le vif du sujet, dans le cadre de cette démarche, on avait engagé donc, les parties prenantes, alors surtout internes, sur les années 2016-2019. Et une des réflexions, ça a été de dire, OK, on a mis en place une déclaration de performance extra-financière. Donc, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs par rapport à nos enjeux majeurs qui permettent d'établir si on est sur une voie vraiment du mieux ou pas. Maintenant, par rapport à cette notion de soutenabilité, comment on se positionne? Et puis, il y avait un autre enjeu pour nous, c'était aussi de dire, on parlait tout à l'heure d'indicateurs physiques, etc. Quand on rend compte de nos actions RSE, on a des indicateurs qui ont du sens pour ceux qui mènent l'action, mais il n'y a pas cette notion financière. Et en gros, c'est comment les parties prenantes qui sont plutôt sensibles au capital et à la performance financière, on peut leur prouver et on peut mettre en place un dialogue avec elles pour prouver l'intérêt de ces démarches. Et puis pour les engager aussi à être eux acteurs. Donc il y a eu une réflexion sur ce sujet-là, une rencontre de notre directeur général groupe avec Maxime de Rostelan qui témoignait justement de la mise en place de la méthode CARE dans les fermes d'avenir. Et puis voilà, on a créé un groupe de travail en interne et on s'est dit on se lance et on va se lancer dans une expérimentation en étant tout à fait conscient qu'on était dans un monde là où il n'y avait pas de normes vraiment établies et qu'on était dans une démarche d'expérimentation de pas à pas, que ça allait aboutir ou pas, et que de toute façon, ça allait nous entraîner. Voilà. Donc on s'est lancé. Avec comme enjeu qu'on s'était fixé, donc d'aller à travers cette méthode-là chercher de la connaissance, donc mieux comprendre quels sont nos impacts en termes par rapport à la soutenabilité, quelle était la data ou quelle est la data dont on dispose et comment on va aller chercher la data qui nous manque pour mesurer, parce que qui dit mesure dit avoir la donnée pour mesurer. Donc établir un langage commun, on l'a dit, faire la passerelle entre le monde financier et puis le monde développement durable. Et puis surtout, avoir des leviers pour faire mieux et continuer dans notre démarche de semeur de mieux, voilà, de pas à pas, avec en tête quand même qu'il y a une certaine urgence à faire. Donc voilà, donc ça c'était pour le sens. Et donc ce qu'on a fait, donc on est parti sur une expérimentation donc, avec la méthode CARE. Et ce qui nous a plu dans cette méthode-là, c'est justement la notion d'avoir le seuil de soutenabilité, enfin de devoir maintenir le capital, qu'il soit humain ou qu'il soit naturel. Et puis d'essayer de le traduire en données chiffrées. Alors, je vais être cash dès le départ. On n'est pas encore allé jusqu'au bout, donc je ne vous montrerai pas de restitution de ce que ça donne en termes de comptabilité triple capital. Par contre, ça nous a permis de mettre en place déjà pas mal d'outils, et c'est en ça que la démarche, elle est pour nous aujourd'hui intéressante. C'est qu'on a vraiment travaillé sur une meilleure connaissance de ce que nous sommes et de notre impact. Et Delphine Gibassier parlait tout à l'heure de l'environnement ou Doudounette, enfin voilà. Quel est notre impact à nous et comment on mesure le capital humain Tipco, comment on mesure le capital humain, voilà, pour Tipco, et comment on mesure le capital environnemental et la limite pour nous, en fait, par rapport à notre activité. Par rapport à notre métier, on a choisi de commencer avec sur 3 premiers axes. Donc pour le capital naturel, on s'est focalisé sur l'axe des émissions de CO2 et donc du réchauffement climatique, en se disant c'est celui qui aujourd'hui est le plus documenté. Donc pour travailler, c'est sans doute celui qui nous permettra d'avancer le plus vite. Et pour l'axe humain, on a choisi 2 axes, l'axe de la santé psychosociale et l'axe des compétences et de l'employabilité. En disant quel est comment on va calculer donc pour l'employabilité, comment on calcule un capital employabilité ou compétences des collaborateurs Tipco.
comment on mesure le capital santé psychosocial des collaborateurs. Et puis, par rapport au CO2, on s'est mis dans l'objectif du réchauffement 1,5 degrés et aujourd'hui où on en est et comment demain on met en œuvre un plan d'action pour ne pas dépasser en tout cas ce 1,5 degré. Voilà. Alors après, on a mis en œuvre plusieurs groupes de travail. Celui sur la santé psychosociale, on a travaillé avec le CEREJ, donc de l'Université de Poitiers, pour établir un questionnaire pour justement mesurer ce capital, enfin un point de départ en fait. Voilà, en l'état actuel des choses, quel est le capital de santé psychosociale des collaborateurs et au-delà de ça, quels sont quelque part entre guillemets les facteurs de risque. Alors chez Tipco, on a plutôt une tendance à dire quelles sont les opportunités, mais quels sont les facteurs de risque pour les collaborateurs et quelles actions il faut mettre en œuvre pour les réduire ou les éviter. On a mis au point ce questionnaire, est arrivé le Covid, et on s'est dit, avec le télétravail, on n'est plus du tout dans le même contexte que celui qu'on avait imaginé auparavant. Donc on a reporté le fait de passer ce questionnaire à l'ensemble des collaborateurs. On doit se reposer la question là en septembre si on le mène ou pas. D'ores et déjà, en fait, ça nous a vraiment appris ça nous a permis de creuser ce sujet des risques psychosociaux au-delà de ce qu'on avait travaillé avant, en fait. Donc, en termes de connaissances, c'est déjà très, très intéressant. Et puis, j'espère qu'on pourra aller au-delà ensuite. Pour le capital naturel, donc autour du CO2, on n'avait pas chez Tipco fait de bilan carbone de notre activité. Donc, ça a été l'occasion déjà de poser une première pierre et d'établir ce bilan carbone donc pour l'année 2019. Et à partir des éléments qu'on a mesurés, déjà de mieux connaître quelles étaient nos sources d'impact. Et puis de se dire, si on se met dans l'objectif moins 50% des émissions à 2030, comment on y va? Et donc de dire, déjà seul, s'il n'y a pas une dynamique collective, ça va être compliqué. Donc on a pris un engagement ferme en disant, nous, Tipco, voilà un certain nombre d'actions qu'on va mener et qui sont déjà en cours pour réduire à minima de 35% nos émissions à l'horizon 2030. Et si on arrive bien à engager avec nous et nos fournisseurs et que tout le monde s'y met, on sera dans un objectif de moins 50%. Donc là aussi, le fait de faire ce bilan carbone, ça nous a permis de mieux identifier des pistes d'action. Donc en termes de connaissances, c'est intéressant. Et puis de voir la donnée qui nous manque. On a utilisé pour ce bilan carbone la méthode de l'ADEME avec les ratios financiers. Et on se dit, il faut qu'on aille plus loin, qu'on soit plus précis en fait, si on veut vraiment être dans le périmètre Tipco. Donc ça nous a aussi ouvert les yeux. Donc c'est intéressant sur là où il nous manque de la visibilité en fait. Donc ça, c'est pour voilà, ce que cette expérimentation nous a permis de mettre de manière déjà concrète en place pour préparer finalement notre bilan, on va dire, triple K et notre compte de résultat triple comptabilité. En parallèle, en fait, ça amène aussi une réflexion sur d'autres chantiers. Et donc, chez Tipco, on a déjà un tableau de bord de RSO avec ces trois notions de capital financier, capital environnemental et puis capital social. Et c'est suivi au mois le mois et notre comité de direction est engagé et a vraiment ça en tête et est engagé sur le respect des objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de cette démarche RSO et donc du suivi du tableau de bord RSO. Je vous ai dit, ma mission, c'est aussi de faire en sorte de transformer nos offres pour engager nos clients avec nous dans cette démarche positive. Et donc, on a aussi travaillé à un indicateur qu'on va proposer à nos clients de suivre dans le pilotage de nos contrats, qui est un indice de qualité éco-responsable, après un indice de qualité, un indice qualité traditionnel et puis un indice de ressenti client, on met en place un indice de qualité éco-responsable dans lequel il y aura vraiment ces trois volets aussi, le volet financier, le volet naturel ou environnemental et le volet humain.
Et on est aussi en train de, à partir du bilan carbone, de se dire, on va faire un bilan carbone aussi une analyse de cycle de vie par type de prestation, pour pouvoir aussi piloter au plus près à la fois notre production et inciter nos clients à actionner un certain nombre de leviers pour qu'on puisse réduire l'impact carbone de nos prestations chez nos clients. Voilà. Donc, vraiment, ce qu'on peut dire de notre expérimentation, c'est que ça a permis, à travers l'échange qu'on a eu entre les experts qui sont venus nous accompagner, et puis notre direction générale, les groupes de travail, et puis les déclinaisons qu'on en fait sur des outils peut-être plus opérationnels dans les équipes de pilotage de relations clients et de pilotage de la production, ça nous permet de mettre en place un langage commun. Ça nous permet vraiment de mieux connaître, d'avoir une réflexion sur le sens. Delphine disait aussi tout à l'heure, c'est important de vous poser la question et de réfléchir au sens que vous voulez donner à votre démarche, et puis à réfléchir en termes de soutenabilité. On en est là, mais cette expérimentation, elle nous a permis sans doute de gagner un cran, en tout cas dans cette réflexion. C'est de voir aussi que la collecte de la donnée, on le savait déjà parce que c'est un peu notre métier, mais que la collecte de la donnée, c'est une donnée, c'est vraiment un point important. Quelle est la donnée accessible? Quelle est la donnée qu'il va falloir aller collecter de manière supplémentaire? Comment on va la structurer? Comment on va pouvoir l'analyser? Est-ce qu'elle est propre? Comment on fait en sorte qu'elle soit récurrente? Voilà. Et puis et stable dans le temps. C'est des outils en plus pour le pilotage. Voilà. Et puis après, il y a quelques surprises. Quand on fait un bilan carbone pour la première fois, on se rend compte que la notion d'incertitude, elle est quand même assez importante. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a partagé à plusieurs là, dans l'expérimentation. C'était un peu une surprise pour nous, en fait. On pensait qu'on pourrait s'appuyer sur des données un peu plus précises. Voilà. Puis on se rend compte qu'en fait, on calcule surtout des tendances. Voilà, et c'est en ça où on se dit que c'est un outil qu'il faut qu'on mette en place vraiment dans la durée, quelle que sera finalement la méthode qui sera retenue au niveau international. Il faut garder en tête que il n'y a pas une vérité, en fait. On est quand même beaucoup dans des approximations, mais que ce sont des outils qui nous permettent d'y voir plus clair quand même et de définir comment on agit. Et puis pour terminer, pour laisser la parole ensuite à Jérôme, quelques petites recommandations liées à notre expérimentation qui s'appliqueront pas dans les différentes entreprises qui décideront de le mettre en place. L'important, c'est de commencer. Voilà, donc je ne peux que vous engager à commencer à vous mettre dans une démarche, quelle que soit la méthode que vous retiendrez en fonction de vos objectifs, mais déjà de réfléchir à vos objectifs, de constituer une équipe pluridisciplinaire qui regroupe à la fois les comptables, les contrôleurs de gestion, mais aussi des opérationnels, et puis bien sûr l'équipe RSE. Il faut un engagement fort de la direction, parce qu'on touche quand même aux questions de sens, voilà, donc, et puis d'orientation du business. Donc voilà, il faut vraiment un engagement fort de la direction, de travailler le sens, de ne pas négliger la donnée. Et puis, c'est une démarche à mener pas à pas. C'est-à-dire que on démarre, puis on ne sait pas si on va aller au bout ou pas, mais on y va. On choisit un premier axe, on approfondit cet axe au fur et à mesure. Et puis, on sait qu'année après année, d'une vision un peu plus globale, on va aller un peu plus en finesse. Et puis après, on élargira le scope des éléments qu'on peut mener. Nous, on a commencé par le carbone. L'idée, c'est au niveau du capital naturel, sans doute d'aller après vers soit la biodiversité, soit vers l'eau, soit les minerais rares. Voilà, c'est de petit à petit d'élargir le scope quand on veut au moins commencer et ne pas se faire peur par un périmètre trop large. Donc voilà pour un premier retour d'expérience. Je vais laisser la parole à Jérôme et puis on rééchangera à la fin tous les deux sur le retour d'expérience des autres membres du groupe d'expérimentation au sein de Rupture. Très bien, merci Hélène. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire rapide pour préserver le temps des questions vu le chrono. Donc moi, je me présente Jérôme Duret, dirigeant associé du groupe Duret. Donc on est une PME vendéenne autour des métiers de l'immobilier avec comme métier central la promotion immobilière. Donc moi, j'ai pas de support. Donc le retour d'expérience, je vais vous parler d'abord de notre objectif initial. Notre objectif dans ces engagements sur la compta triple K, c'était de donner du poids en fait à notre politique RSE, valider l'efficacité de nos engagements RSE d'une manière la plus objective possible pour être challengé sur nos engagements RSE et pouvoir les piloter.
et avec aussi l'idée que formaliser notre performance RSE était nécessaire pour obtenir l'adhésion, que ce soit en interne ou en externe, sur nos engagements. Donc ça, c'était notre objectif. Donc on s'est lancé. Donc notre expérience s'est passée comment? Initialement, comme Hélène, Hélène avait engagé Tipco avait engagé sa démarche avant, mais pour nous, ça s'est fait tout d'abord par l'association Rupture dont elle a parlé tout à l'heure. Par diverses étapes, et puis jusqu'à l'étape où on s'est dit il faut qu'on soit accompagné d'un cabinet de conseil pour nous mettre en mouvement sur le sujet. En l'occurrence, le cabinet de conseil choisi, c'était Goodwill Management, et dans cette expérience, la première étape a été de collecter les données, une étape qui s'est plutôt passée facilement. Ensuite, l'exécution du modèle par Goodwill, donc modèle basé sur la méthode IPNL dont on a parlé tout à l'heure, et sur d'autres méthodes pour la partie sociale et économique. Et donc ensuite, la remise d'un rapport compta triple capital. Alors la spécificité, de notre côté, on a testé 2 sociétés. Une société d'exploitation, société de services classique, qui est notre structure durée promoteur d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, voilà, un schéma classique d'entreprise. Et on a aussi testé une SCCV. Donc en fait, les SCCV sont les sociétés éphémères qui portent les opérations de promotion immobilière. Et là, en fait, on est sur un schéma tout à fait différent, une structure qui n'a pas de salariés, par contre, qui a un fort impact indirect à travers les achats des entreprises qui réalisent les bâtiments. Donc en fait, on a fait ces 2 études, ces 2 bilans triple K qui n'avaient rien à voir. Le deuxième étant plus un projet qu'une société. Donc voilà, c'est intéressant d'aller se challenger sur ces 2 sujets-là. Sur ce retour d'expérience, si on devait sortir les points positifs, donc comme je le disais, une collecte de données plutôt efficace en ce qui nous concerne. On a des données disponibles et on les a facilement compilées pour les remettre au cabinet. Ensuite, la remise d'un rapport en lien avec notre performance. Donc, c'était bien la traduction de notre valeur. Et dans les points positifs, comme c'était avec la méthode IPNL, on avait une conversion en euros. Conversion en euros que je mets aussi dans les points négatifs, puisqu'en fait, on ne peut pas forcément... L'idée de convertir en euros les données environnementales et sociétales est un peu... peut être remise en question, mais ça a au moins le mérite de donner une unité de valeur. Donc, dans les points négatifs, on va dire une opacité, entre guillemets, du modèle du cabinet de conseil, puisqu'on n'a pas la main dessus, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ce qui peut ne pas poser de problème, mais voilà, c'est quand même, pour la compréhension du système, c'est plutôt un point négatif. Les données des sous-traitants, notamment sur la partie promotion immobilière, les sous-traitants ont un fort impact et leurs données sont obtenues sur la base de standards nationaux en fonction des codes NAF. Là aussi, on s'est dit que nous, on a à cœur de travailler avec des partenaires avec qui on crée des liens de confiance et qu'on choisit aussi parce qu'ils correspondent à nos valeurs. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas prendre en compte leurs vertus, c'est dommage dans ce système. Ensuite, le fait qu'on ait des indicateurs génériques qui ne tiennent pas vraiment compte de l'activité propre, notamment sur l'activité de promotion immobilière, où ce n'était pas forcément facile à implémenter. D'ailleurs, sur cette structure, finalement, un bilan carbone de l'opération, à l'heure actuelle, est plus approprié que sortir l'artillerie lourde de la comptabilité triple K. Pour l'instant, c'est notre vision. Les autres points, un périmètre non exhaustif des données prises en compte. Alors voilà, on en met un maximum, mais le système n'est pas encore finalisé, évidemment. Si on compare avec la comptabilité financière qui a 10 siècles de vie derrière elle, on est aux prémices de tout ça. Donc, le format du livrable, on est entre le rapport RSE et des comptes annuels. Donc, l'idée, c'est de tendre vers quelque chose d'opposable en ce qui nous concerne. Donc, c'est une étape. On est sur la route et c'est très bien comme ça. Donc, ce retour d'expérience, c'était vraiment pour nous mettre en mouvement et progresser. Donc, où on en est à partir de là, moi, comme Hélène, je ne vais pas forcément vous montrer nos restitutions, parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de nous mettre en mouvement sur ce sujet-là.
Et dans les objectifs qu'on se fixe désormais, c'est de pouvoir, entre guillemets, automatiser la production de ces bilans triple K. En fait, de pouvoir les piloter comme on pilote un prévisionnel financier, de pouvoir en instantané savoir où on se situe et pouvoir plus facilement corriger les trajectoires en cours d'exercice. Et on a aussi un certain nombre de structures. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le répéter pour toutes les structures, pour tous les exercices. Donc, on ne peut pas à chaque fois se permettre d'être sur une structure avec une prestation d'un cabinet de conseil. En fait, le but, c'est de passer sur un fonctionnement plus automatique et moins chronophage. C'est de tendre aussi vers des bilans avec plus de précision, de réalisme et une meilleure exhaustivité. Donc en étendant le périmètre des données prises en compte et en limitant les valeurs normalisées sur les données indirectes et induites notamment. Dans les objectifs qu'on n'écarte pas, c'est potentiellement d'inciter nos partenaires à s'engager dans une démarche triple K, soit sur leur structure ou soit sur un projet identifié. Essayer de jouer comme ça avec les parties prenantes, comme il y a surtout sur la promotion immobilière, il y a une grosse relation avec ses fournisseurs directs et même leurs fournisseurs à eux, donc indirects pour nous. Un des objectifs aussi, c'est de pouvoir nous comparer, soit par secteur géographique ou par secteur d'activité, voilà, pour se situer, se challenger par rapport aux autres. Et puis rendre opposable notre performance RSE, donc notre bilan triple K, le rendre opposable aux parties prenantes, que ce soit, comme c'était pas mal évoqué tout à l'heure, en amont ou en aval, avec nos partenaires financiers, mais aussi nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs. Et un élément plutôt positif, les enjeux pour atteindre nos objectifs en matière de compta triple K, ça confirme notre stratégie qui est une maîtrise maximale de nos data, donc nos data métiers, mais nos data sociales et environnementales aussi. Donc ça confirme cette trajectoire à prendre pour pouvoir nous connecter demain aux outils aux outils de compta triple K. Et donc là, à l'heure actuelle, on est justement à passer à l'étape suivante avec le cabinet Goodwill, dont Enzo, que je salue, est présent dans la visio ce matin. Donc voilà, moi, ce que je pouvais dire. Et puis, comme ça, je préserve un petit peu de temps pour les questions. Et puis, avec Hélène, on voulait revenir aussi sur l'expérience Rupture. Donc, Rupture, association basée sur la Blue Economy. L'aventure Rupture, ça fait 3 ans que c'est démarré à peu près. Et effectivement, c'était un des sujets qui est sorti lors des Journées Bleues, qui a donné lieu à la création d'un groupe de travail qu'on a rejoint. Et puis après, on voyait effectivement que certain nombre d'acteurs plus ou moins grands étaient intéressés par le sujet. Mais on était tous soumis à l'accompagnement d'un cabinet de conseil. En ce qui nous concernait, personne ne pouvait réellement se lancer tout seul. Hélène, ce que tu en penses? Vous étiez un peu les premiers lancés dans cette démarche. Et on voit que pour passer le pas, c'est pas facile, quoi. Donc les entreprises ont clairement besoin d'informations, de retours d'expérience. Tout modeste qu'il soit, en tout cas, ça fait du bien pour faire avancer et puis donner de la confiance. Oui, parce qu'il y a on l'a vu, il y a de nombreux travaux qui sont menés. Donc l'idée, c'était pour les différents membres du groupe de travail de choisir une méthode ou une autre. On s'était dit, on va choisir entre soit la méthode plutôt IPNL, soit la méthode CARE. Donc on a comparé les deux. Finalement, il n'y a pas un modèle qui convenait à tout le monde. Donc on a décidé que chacun fasse son chemin sur un modèle ou sur l'autre. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que ça nous permet de voir d'un côté la question du sens que ça pose aux uns et aux autres, de la mise en œuvre plus ou moins aboutie, et puis du résultat auquel ça amène, et puis de faire une comparaison aussi entre nous, même si, encore une fois, ça dépend de... La comparaison, elle ne vaut que pour alimenter la réflexion, puisque en fonction des objectifs qu'on se fixe, on a toujours intérêt d'aller plutôt vers une méthode ou pour une autre. Donc, on était une dizaine d'entreprises partantes au départ. Les plus petites se sont dit que c'était
c'était peut-être un challenge un peu fort. Donc, on dit on remet ça plus tard quand il y aura des outils un peu plus simples à mettre en œuvre et qui leur demandaient moins d'énergie. Donc, les plus grosses ou les plus structurées, on va dire, avec des équipes comptables et puis qui pouvaient dégager de l'énergie l'ont fait. Donc, le groupe Duret, nous-mêmes. On a des groupes aussi dans l'économie sociale et solidaire qui se sont lancés. Et donc, c'est intéressant de voir voilà, que on arrive à retirer tous à peu près les mêmes conclusions. C'est-à-dire que ça nous permet déjà de communiquer avec nos parties prenantes sur nos actions et puis sur notre impact, sur notre volonté d'agir aussi et de les embarquer avec nous. La notion de la donnée, Jérôme, tu l'as rappelé aussi, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, d'avoir un système d'information qui est structuré et qui permet de collecter les données essentielles. Donc, c'est quand on est habitué à faire de la finance ou à piloter de la production, il y a quand même des données qui nous manquent parce que c'est un peu une révolution dans le modèle. Donc, c'est de voir comment on intègre ces nouvelles données. Et puis, une conclusion partagée, c'est ça nous donne envie d'aller encore plus loin en fait. Ça nous permet de voir clair sur ce qu'il faut qu'on travaille. Et donc, on y va, puisqu'on était tous, et c'était ce qui nous caractérisait, des entreprises qui étaient volontaires et engagées. Voilà. On ne le prend pas comme une contrainte, on le prend vraiment comme un moteur à l'action. Jérôme, si tu veux compléter peut-être sur… Non, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Effectivement, sur le système de données, il faut en avoir la maîtrise. Il faut pas être dépendant d'un prestataire qu'on ne maîtrise pas sur sa donnée, parce que sinon, on ne peut pas faire évoluer le système. Et pour s'adapter à la triple K, il va falloir faire évoluer les systèmes de données. Donc, il faut que ce soit facile à faire. Et il faut quelqu'un qui le maîtrise au sein de chaque structure. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce n'était pas forcément mené par les mêmes pilotes au sein de nos structures. C'est-à-dire que chez nous, c'était un trinôme. Enfin, on avait une équipe achat, on a une équipe achat, contrôle de gestion, compta, et puis moi qui venais de la RSE et qui suis là sur l'éco-responsabilité. Chez vous, Jérôme? Moi, j'ai ouvert la brèche à travers Rupture, mais derrière, c'est pas moi qui l'ai mis en œuvre. Mais voilà, les données comptables ont été collectées, les données RH par les personnes concernées d'une manière assez simple et rapide, comme je le disais tout à l'heure. Et puis tout ça supervisé par Émilie Bunicourde, qui est notre directrice financière. On va peut-être laisser la place aux questions. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? Alors, j'ai vu pendant les interventions qu'il y avait eu des questions qui avaient été posées dans le chat et auxquelles donc les différents intervenants ont pu répondre directement. Est-ce qu'il y a des questions à destination soit des experts, des représentants du monde académique, des entreprises? Pas de questions particulières. L'exposé a été complet, très complet. On est pourtant sur un sujet non fini. Hein. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais une question, alors vous l'avez un peu abordée, mais en tant qu'entreprise ayant conduit la démarche, comment vos parties prenantes, quand vous communiquez sur cette initiative, comment elles le reçoivent? Est-ce qu'elles sont intéressées au sujet? Voilà, quelle est la perception de vos parties prenantes par rapport à cette démarche? Mon premier sentiment sur les parties prenantes, notamment celle une des parties qui nous importe, c'est les financeurs, les partenaires bancaires. Je trouve que les interlocuteurs qu'on a, qui sont d'une très grande qualité, on a des très bonnes relations avec ces personnes-là, mais en fait, elles sont pas forcément au fait de ces enjeux-là. En fait, je trouve qu'on leur en parle, les interlocuteurs trouvent ça bien, mais j'ai pas le sentiment qu'au niveau des partenaires bancaires, ils aient ouvert les yeux là-dessus et qu'ils soient prêts à le valoriser dans leurs accompagnements. On donnera aucun nom, mais Nathalie, du coup, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez exprimé, finalement, là,
Jérôme touche du doigt un sujet qui est que finalement, quand on s'adresse aux financiers, est-ce qu'aujourd'hui, les interlocuteurs des entreprises, qui sont peut-être moins sur ces sujets d'innovation, on est sur un sujet d'innovation, est-ce qu'ils sont au courant, pas au courant? Comment est-ce que dans un réseau comme le vôtre, finalement, on a des démarches de sensibilisation à ces sujets d'innovation? Non, non, je rejoins ce que vient de dire Jérôme. Je crois qu'il y a effectivement la force de l'habitude, on a dit, hein, évidemment, en termes de transformation, et puis un cadre d'analyse qui aujourd'hui n'est pas contraint. Donc, c'est extrêmement rassurant pour les chargés d'affaires d'entreprise ou les accompagnants conseillers professionnels de se baser sur ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire l'analyse financière, la projection habituelle. C'est un travail, un réel en interne, vous l'avez compris, moi je suis quelqu'un de très engagé en tout cas sur ces sujets, et je crois que ça passe aussi beaucoup par des moteurs internes qui croient dans les sujets et qui sont capables d'impulser les transformations, et quelque part les objectifs 2023 arrivent, ils vont être contraignants si on ne s'y prépare pas. Donc le groupe désormais commence et amplifie finalement sa formation, son accompagnement vis-à-vis des personnes concernées, c'est-à-dire les contrôleurs de gestion, les responsables compta dans les caisses régionales. Et ensuite, ça se transmet aux chargés d'affaires, aux analystes, aux comités crédit, etc., etc. Donc, la démarche, elle est là. Aujourd'hui, j'ai des appuis et des gens qui, évidemment, dans l'entreprise, croient beaucoup en ces sujets-là. Et donc, l'enjeu, il est évidemment d'amplifier ça. C'est pas encore dans l'opérationnel, hein, on est vraiment dans de la transformation humaine, on l'a dit. C'est quelque chose de complexe, de transformant, d'original, de déstabilisant. Donc, il faut pouvoir accompagner ça, c'est évident. Je pense qu'on est tous sur la place, pas forcément tous au niveau, mais il y a des sensibilités, il y a des acteurs aujourd'hui qui amplifient ce genre de report et d'analyse. Le directeur là, des grandes entreprises sur Nantes, là, il est vraiment engagé. CACIB, les correspondants de CACIB sur Nantes sont extrêmement engagés. Donc voilà, je peux répondre en toute transparence ces points-là. Ça va bouger. Le but, ce sera de le mettre. Ouais. Non, ce sera de le mettre dans les équations. Dans les équations, typiquement, nous, quand on a des projets immobiliers, l'équation, pour l'instant, je pense qu'elle est uniquement économique. Regarde la marge simulée sur le projet, si elle rentre dans les clous, c'est bon. En fait, on ne prend pas du tout en compte la relation qu'on a avec nos fournisseurs, leur fiabilité, les liens qu'on a créés avec eux en amont, la valeur à laquelle les contrats sont passés. Donc voilà, quand ces données-là seront mises dans l'équation et que ça ira jusqu'à valider des projets sur cette base-là, on aura passé un cap, je pense. Oui, c'est vrai. L'enjeu, il est vraiment d'accompagner pour nous. Pour l'instant, pas vraiment d'être sanction, mais peut-être qu'on le deviendra à un moment, hein, si ça n'avance pas assez vite. Il y a aussi des réflexions qui sont menées au niveau de la Banque de France pour faire évaluer la notation. Oui. J'avais l'occasion d'échanger avec eux, notamment dans le cadre de rupture sur notre expérimentation, et c'est intéressant de voir que ça commence à être pris en compte, même si c'est pas encore concret dans les faits. Et voilà, on sent que c'est en train de monter en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut qu'engager à commencer une démarche, même si c'est pas la méthode retenue au final. De toute façon, le travail qui aura été fait, il sera pas perdu. C'est toute la compréhension des mécanismes, puis vraiment le travail sur soi et sur son système d'information de la donnée, quoi. Enfin, c'est important de s'y mettre. Oui. Je vous rejoins vraiment, Hélène. C'est important de se préparer, peu importe ce qui sera fait demain. Voilà, ça servira. De toute façon, ça servira. Donc, c'est un investissement utile. Et ça sert déjà dans le pilotage de l'activité. Voilà. Tout à fait. Exactement. Sa mise en route, comme disait Jérôme. Ok. Il est 10h35. Est-ce qu'on a une dernière question? Après, on va clôturer pour que chacun puisse retourner à ses activités. Pas de questions particulières. Ok, je vous propose dans ce cas-là de clôturer. De toute façon, si vous avez des questions, les différents intervenants, écoutez, on pourra éventuellement vous mettre en relation. Hein. Bien évidemment, c'est aussi le but de ces ateliers, hein, que vous puissiez
créer du lien sur des sujets qui vous intéressent et à l'échelle du territoire. Donc, merci à toutes et à tous pour cette animation et vos réflexions. Un sujet passionnant, un sujet innovant, à la jonction des sujets RSE, financiers, même scientifiques, avec les modèles qu'a pu nous évoquer Delphine. On comprend, les attentes des régulateurs s'accroissent en matière de reporting sur la performance durable. La démarche de comptabilité multicapitaux, c'est une démarche encore en cours de construction, comme on l'a pu l'évoquer, conduite par des pionniers, on peut le dire, je pense. Les méthodes peuvent être multiples, il y a des aspects de complexité à lever. Je pense que là aussi, les témoins de ce matin qui représentent à la fois des cabinets de conseil, le monde académique ou bien des entreprises sont tous dans une démarche de développement sur ce sujet. Et il y a un point important, vous l'avez évoqué, c'est la data, puisque arriver à collecter la data, ça reste quand même la base fondamentale. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est la construction d'un cadre commun, parce qu'on a évoqué justement la multiplicité des modèles. Et un des succès, une des conditions de succès, c'est d'arriver à construire le cadre commun, arriver à trouver des modèles qui permettront in fine la comparabilité. Parce que si on n'a pas ce cadre commun, on restera sur des initiatives qui auront peut-être du mal à prendre racine. Voilà, mais finalement, la monétarisation des gains et pertes, elle peut constituer un langage qui parle à tout le monde. On voit qu'il y a des questions à se poser sur les modèles à retenir, sur les objectifs qu'on souhaite se donner, mais on voit que ça peut être ce point finalement commun qui est de dire on revient à l'aspect monétaire, on essaye de monétariser. Après, c'est pas un fleuve tranquille, on l'a compris. Le chantier en lui-même, finalement, se lancer dans un chantier triple K, ça a été bien exprimé, c'est aussi surtout se lancer dans une démarche d'amélioration, de mesure. On prend les sujets les uns après les autres avec cet objectif final, mais c'est aussi surtout l'occasion de se lancer sur différents chantiers d'amélioration et de mesure d'impact par rapport à des politiques RSE initiées. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, nous espérons que cet atelier vous a plu, que vous en ressortez enrichi, comme habituellement, de nouvelles connaissances. Nous vous remercions pour votre participation. Et puis, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée donc pour un nouvel épisode de ces ateliers développement durable, atelier qui portera sur les politiques d'achat responsable, voilà, qui se tiendra courant septembre. Et puis, d'ici là, écoutez, je vous souhaite un bel été, profitez bien et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir à tous. À bientôt.